Alors bonjour, je m'appelle Dominique Berthet, je suis universitaire, critique d'art et commissaire d'exposition. Là je me trouve actuellement à l'hôtel Arawak en Guadeloupe, à l'occasion de la présentation du 26e numéro de la revue Recherche en esthétique et des actes d'un des colloques que j'ai organisé il y a quelques années en Guadeloupe. Voilà, donc c'est à partir de cet espace neutre que nous allons pouvoir nous entretenir. Mon parcours, c'est un parcours de banlieusard, le 9-3, comme on dit aujourd'hui, le 93, la banlieue parisienne. Donc je suis un enfant de la banlieue, des cités. Après le collège, encouragé par les enseignants de dessin que nous avions à l'époque, j'ai fait un bac art plastique dans un lycée au Rincy qui s'appelle le lycée Albert Schweitzer. Et donc j'ai passé mon bac A7. C'était donc la filière art plastique. Et puis, à l'issue de cela, je suis entré à l'université, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dans l'UFR art plastique. Donc j'ai fait une licence d'art plastique. Et la licence en poche, j'ai passé le concours des Beaux-Arts de Paris. Donc je suis entré aux Beaux-Arts de Paris, j'avais été pris dans l'atelier Olivier Debré, parce que le dossier que j'avais présenté, c'était un dossier de peinture d'art abstrait, on va dire. Et donc Olivier Debré avait proposé de me prendre dans son atelier. Mais je suis pas resté très longtemps aux Beaux-Arts parce que je n'y ai pas trouvé ce que je cherchais. En réalité, ce que je cherchais, c'était un espace de travail. Mais en arrivant en troisième année, eh bien, dans l'atelier d'Olivier Debré, les espaces étaient déjà tous pris par les étudiants qui étaient là déjà depuis 2 ans, 3 ans. Et puis, chaque fois que je venais dans l'atelier, en fait, c'était l'assistant et non pas Olivier Debré qui faisait cours. J'étais assez déçu sur cette situation. Donc, en fait, je suis pas resté très longtemps aux Beaux-Arts. Et j'ai poursuivi donc ensuite avec une maîtrise donc à l'université. Et cette fois-ci, j'ai passé une maîtrise d'esthétique. Donc esthétique et sciences de l'art. Après cette maîtrise, j'ai passé un DEA, toujours en esthétique, et après ce DEA, j'ai passé une thèse. Donc, voilà. Donc j'ai eu cette thèse, j'avais, je sais plus exactement, j'étais assez jeune, 23 ans, 24 ans. Ayant obtenu cette thèse, on m'a pris comme chargé de cours à l'université. J'ai commencé immédiatement après ma thèse à enseigner à l'université. Et parallèlement à cela, j'étais enseignant d'art plastique dans un collège. J'ai fait une partie des collèges du 93, ce qui a été pour moi extrêmement formateur. Je pense que lorsque l'on enseigne comme ça dans des régions comme le 93, on devient assez rapidement assez aguerri. Et puis j'ai entrepris une seconde thèse
Alors, la première, c'était en esthétique. J'ai entrepris ensuite une seconde thèse en philosophie. Et donc, en 1992, donc je candidatais déjà depuis plusieurs années sur des postes d'université dans toute la France. Et en 1992, on m'a appris qu'il y avait un poste qui venait de s'ouvrir en Martinique, dans une institution qui s'appelait l'IUFM à l'époque. Cette institution a disparu, elle a été remplacée par une école qui s'appelle l'ESP, qui elle-même a été remplacée par un nouvel institut qui s'appelle maintenant l'INSPE. Bref, donc à l'époque c'était l'IUFM des Antilles et de la Guyane. Et bon, je connaissais déjà bien la Martinique pour y être venu de nombreuses fois parce que j'y avais des attaches. Et j'étais très désireux d'avoir ce poste, mais je ne me faisais aucune illusion sur l'issue de ce recrutement. Je supposais qu'il y avait plusieurs ou au moins un candidat local pour qui le poste était profilé. Et à ma grande surprise, c'est moi qui étais retenu. Et ça fait de cela une trentaine d'années. Donc depuis 29 ans, pour être précis, j'enseigne maintenant à l'université, puisque l'IUFM avait été intégré à l'université il y a de cela quelques années. Voilà, et donc depuis j'enseigne à l'université. En 1992, lorsque j'ai été recruté à l'IUFM pour diriger, enfin du moins pour prendre la responsabilité du CAPES Arts Plastiques, il existait à la Martinique une école d'art qui s'est appelée assez rapidement l'IRAV. Avant, ça s'appelait l'ERAP. Ça a été la première désignation. C'était, je crois, École régionale d'art plastique. Et ensuite, ça s'est appelé l'IRAV. Et il était utile, je dirais, que j'enseigne dans cette école, parce que c'était les étudiants de l'école, ou une partie d'entre eux, que nous allions ensuite retrouver dans la préparation au CAPES d'art plastique. Donc j'ai été recruté dès 1993 en tant que vacataire à l'IRAV, enfin l'ERAP puis IRAV, et j'y ai enseigné pendant plus d'une vingtaine d'années. Ce qui permettait donc de faire le lien entre cette école d'art et puis l'IUFM et le CAPES d'art plastique. Si je dis ça, c'est que ce lien était très important, et cela a eu des conséquences également très importantes sur les étudiants qui sont devenus par la suite les enseignants d'art plastique de Guadeloupe et de Martinique, du moins une grande partie d'entre eux. Donc j'y enseignais ce qui relève de ma discipline, c'est-à-dire j'y enseignais l'esthétique, mais j'y ai aussi enseigné la méthodologie, qui est également une discipline que j'enseignais à l'université. Et puis pour les besoins de l'enseignement, j'ai également enseigné la sémiologie dans cette école. Et donc j'ai suivi des étudiants de la première à la 5e année, c'est-à-dire jusqu'à l'obtention du diplôme, le DNSEP. Donc depuis 1993, j'ai connu un très grand nombre de jeunes étudiants qui sont aujourd'hui 30 ans plus tard, des enseignants qui ont pris de l'âge et qui ont eux-mêmes formé des élèves, etc. En parallèle à cela, j'ai aussi j'avais été sollicité par une structure qui s'appelait la MAFPEN,
Et j'ai intervenu à la fois sur la Guadeloupe et sur la Martinique pour les enseignants vacataires d'art plastique qui souhaitaient passer le concours du CAPES interne. Donc, j'ai aussi été en contact avec de nombreuses personnes en art plastique qui sont devenues donc titulaires aujourd'hui, et si je citais un certain nombre d'artistes connus aujourd'hui en Martinique et en Guadeloupe qui sont également enseignants, eh bien beaucoup d'entre eux ont été mes étudiants. Voilà. Donc, pour en revenir à cette école d'art, elle a joué et elle continue à jouer un rôle fondamental aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, Martinique, dans la formation et dans l'émergence de la scène artistique de Martinique et de Guadeloupe. Il y avait assez peu d'étudiants au début, et il y en a eu de plus en plus. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est que parmi ces étudiants, il n'était pas rare qu'il y ait davantage de Guadeloupéens que de Martiniquais dans cette école qui était en Martinique. Alors, il faut surtout pas oublier ce qui s'est passé aussi en Guadeloupe. Michel Revelas a créé 2 écoles d'art en Guadeloupe qui malheureusement n'ont pas eu l'accréditation de l'État et qui étaient des écoles qui d'une certaine manière préparaient l'entrée aux écoles d'art françaises et donc l'école de Martinique. Cette école qui a été créée, faut pas l'oublier, par Aimé Césaire, c'était vraiment une volonté de sa part, qu'il a beaucoup soutenu, entre autres choses, les arts plastiques, avec par exemple le CERMAC, puisqu'il y avait des cours d'art plastique au niveau du CERMAC, et puis la création de cette école. Donc voilà, cette école a été une véritable pépinière d'artistes qui sont aujourd'hui très connus. Et puis via l'IUFM, d'enseignants d'art plastique qui jouent aujourd'hui encore un rôle très important dans la motivation, dans l'éveil et dans l'émergence de jeunes talents. Pour ce qui est de la revue Recherche en esthétique et de son historique, tout d'abord il faut revenir à mes propres préoccupations. C'est-à-dire que lorsque j'ai fait ma première thèse en esthétique, je me suis beaucoup appuyé sur des périodiques. Lorsque dès mon adolescence, je me suis intéressé au surréalisme, je me suis également beaucoup intéressé aux revues surréalistes. Et puis lorsque j'ai entrepris ma seconde thèse en philosophie, je me suis aussi beaucoup appuyé sur des revues, sur des périodiques. C'est-à-dire que depuis très longtemps, j'ai un grand intérêt pour ce qui relève des revues. Beaucoup, enfin du moins dans ces revues qui m'ont servi de support d'analyse et théorique, beaucoup étaient des revues culturelles et des revues politiques. Donc dans mes préoccupations, il y a toujours eu ce lien entre le culturel et le politique, et l'artistique et le politique. Donc ça a été toujours pour moi un centre d'intérêt très très fort. Lorsque je suis arrivé donc en poste à l'IUFM, donc comme je le disais tout à l'heure, en tant que responsable de la préparation du CAPES Arts Plastiques, j'ai été recruté en tant qu'enseignant-chercheur. Et l'IUFM qui venait d'être créé l'année d'avant
je crois bien avoir été le premier enseignant-chercheur recruté. Et on m'a dit, tu es enseignant-chercheur, tu dois faire de la recherche, et ce serait bien que tu emmènes avec toi un groupe que tu vas constituer pour les amener à faire de la recherche. Donc j'ai trouvé évidemment la perspective passionnante, et j'ai créé une petite équipe en Martinique tout d'abord, une seconde équipe en Guadeloupe l'année d'après, très rapidement, constituée essentiellement de collègues enseignants d'art plastique et d'enseignants qui n'enseignaient pas les arts plastiques, mais d'autres disciplines, et qui étaient néanmoins passionnés d'art. Donc je me suis entouré d'une petite dizaine de personnes en Martinique, et puis d'une petite dizaine de personnes en Guadeloupe. Donc il y avait des enseignants d'art plastique, et puis il y avait des enseignants de lettres, des enseignants d'anglais, des enseignants d'espagnol, qui avaient tous un intérêt pour les arts plastiques. Et j'ai initié toutes ces personnes à la recherche. C'est-à-dire que je leur ai appris toutes les contraintes, toutes les règles qu'impose un travail rigoureux de recherche de type universitaire. C'est ainsi d'ailleurs que très très vite, grâce à une convention avec l'université de Paris 8, j'ai permis à un certain nombre de collègues de passer une maîtrise d'art plastique en Martinique et en Guadeloupe, sans avoir à s'inscrire dans une université française, enfin, hexagonale, dirons-nous. Donc, fort de l'existence de ces deux équipes, j'ai créé un centre de recherche qui existe toujours et qui s'appelle le CEREAP. Donc je l'ai créé en 1993. Donc CEREAP, ça signifie Centre d'études et de recherche en esthétique et art plastique. Faire de la recherche, pour de la recherche, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc pour moi, il était important que cette recherche gagne en visibilité. Alors dès que je suis arrivé en Martinique, on m'a fait rencontrer, je crois, quasiment tous les artistes de Martinique. Et puis, par l'intermédiaire d'amis guadeloupéens, j'ai très vite rencontré beaucoup d'artistes guadeloupéens. Et bon, beaucoup étaient enseignants, et j'ai réussi à susciter l'intérêt d'un certain nombre d'entre eux pour rejoindre ce centre de recherche que j'ai cité tout à l'heure, qui s'appelle le CEREAP. Donc il y a eu donc parmi ces membres donc des artistes qui se sont mis eux aussi à faire de la recherche. Et pour que cela ait, à mon sens, une visibilité, j'ai trouvé comme possibilité de tenter de créer une revue. La revue étant précisément cet organe qui permet de faire état de la recherche sur une périodicité annuelle ou semestrielle, mais les revues permettent justement de montrer l'état et les étapes de la recherche comme ça, de manière régulière. Donc j'ai créé une revue en ayant fait toute une recherche préalable des revues qui existaient en Martinique, des revues qui existaient en Guadeloupe, des revues qui avaient existé en Martinique et en Guadeloupe.
Je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune revue liée aux arts plastiques, liée à l'esthétique, liée à l'histoire de l'art. Donc voilà, il y avait un vide et il fallait, enfin du moins il y avait possibilité d'occuper ce vide. J'ai constaté qu'au niveau de l'Hexagone, il y avait très peu de revues d'esthétique et de revues d'art plastique. Donc, il y avait un créneau à prendre, et j'ai créé cette revue donc qui s'appelle Recherche en esthétique. Et en même temps que cette revue s'est mise en place, j'ai commencé à organiser chaque année des colloques, alternativement Martinique, Guadeloupe, et ce dès 1993. Des colloques qui se tenaient et qui continuent à se tenir, sauf l'année dernière du fait du Covid, tout le temps, à même période. On a commencé en décembre, maintenant c'est novembre. Donc, deux outils, une revue, des colloques, et associé à ces colloques, la publication d'actes de colloques. En fait, mon souci, qui ne m'a jamais quitté, c'est de produire des traces écrites. Parce qu'il me semble que les traces écrites, ont une chance de devenir pérennes. Faire une exposition, c'est super, c'est magnifique, c'est nécessaire. Mais si, par exemple, elle n'est pas accompagnée d'un catalogue d'exposition, on en oublie l'existence et on oublie même peut-être la création des uns et des autres. Donc pour moi, il a toujours été important de produire des traces écrites. Donc la revue en est une. Les actes de colloque en sont une autre. Donc cette revue, au début, était, je dirais, assez modeste. C'était une revue format A4 qui avait un peu plus d'une centaine de pages, et donc qui rassemblait des collègues, professeurs d'art plastique, artistes, autres enseignants d'autres disciplines. Et dès le premier numéro, donc, on a commencé à s'intéresser à l'art spécifiquement des Antilles. C'était mon objectif, c'était l'un de mes objectifs, à la fois donner naissance à cette revue et faire en sorte que cette revue non seulement témoigne de la recherche en art, mais qu'elle puisse servir de visibilité aux artistes de la région. Et puis, cette revue qui était une revue donc académique, universitaire, en fait, a pris dès le deuxième numéro une dimension avec une ouverture culturelle. C'est-à-dire que dans une revue universitaire, il était rare, du moins à cette époque, qu'on fasse intervenir des critiques d'art. Il était encore plus rare qu'on fasse intervenir des artistes. Ce que moi j'ai fait. Ce qui a donc là aussi suscité l'intérêt, entre autres des artistes. Enfin, on pouvait s'intéresser à eux, enfin on pouvait publier leurs réflexions. Et donc, à compter du numéro 2 jusqu'à aujourd'hui, dans chaque numéro, il y avait 1, 2, voire 3 entretiens d'artistes. Il y avait plusieurs articles rédigés par des artistes. Et puis, il y avait présence également de critiques d'art. Sans parler des collègues universitaires que je sollicitais
de diverses universités françaises, et pas seulement. C'est-à-dire qu'à partir peut-être du numéro 3 ou du numéro 4, j'ai commencé à solliciter des artistes, j'ai commencé à solliciter des collègues universitaires de pays étrangers. Ce qui fait que depuis toutes ces années, eh bien, il y a eu des collègues canadiens, états-uniens, brésiliens, sénégalais, japonais, allemands, britanniques, etc., qui sont intervenus dans la revue, ou bien parce qu'ils sont francophones et francophiles plutôt, et qu'ils maîtrisent extrêmement bien la langue française, ou bien on faisait traduire les textes. Donc cette revue, elle est assez rapidement devenue une revue internationale. C'est-à-dire qu'elle est partie de la Martinique. Elle a pris un peu plus d'espace avec la Guadeloupe, et puis un peu plus d'espace sur la Caraïbe, et puis plus d'espace sur un rayonnement véritablement international. Alors cette revue, elle fonctionne selon le principe de thématique. C'est-à-dire qu'à chaque numéro, donc c'est une revue annuelle. Là, je travaille actuellement sur le numéro 27, c'est-à-dire 27 ans, et plus, puisqu'il fallait préparer le numéro 1, donc ça fait au moins 28 ans. Chaque revue a une thématique différente. Ce qui est intéressant, c'est que parfois les thématiques sont en écho les unes par rapport aux autres. On a ce que j'appelle des regards croisés sur cette même thématique. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment, en fonction de la culture de chacun, une même notion, un même concept est convoqué, analysé, quelles sont les approches diverses. Et je trouve, moi, très intéressant que sur une même thématique, eh bien, il puisse y avoir un théoricien japonais, un théoricien brésilien, un théoricien cubain, etc., qui viennent apporter chacun leur regard spécifique. Donc c'est véritablement un espace de rencontre.